Bienvenue chaleureuse à notre série de webinaires pour les prestataires de services. Je suis Francisca, je suis GWOPA et j'ai le plaisir d'inaugurer cette séance aujourd'hui. Et avant de rentrer, vous allez remarquer que nous avons une nouvelle plateforme qui s'appelle Interactio. J'espère que vous allez l'apprécier parce qu'elle nous permet d'avoir donc une interprétation simultanée dans différentes langues. Vous pouvez choisir votre chaîne de langue préférée en haut. Cliquez sur Audio Channel Selector et vos interprètes vous accompagneront pendant cette séance. Merci à eux. Si vous souhaitez parler, dites-le en utilisant le bouton pour lever la main en bas. Et lorsque vous êtes prêt, pressez sur le micro. Et une fois que c'est rouge, ça veut dire que vous pouvez y aller. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire le rouge, c'est ouvert. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire en haut à droite dans le chat. Nous vous rappelons que cette séance est enregistrée et votre participation nous signale que vous nous donnez la permission d'enregistrer. Nous sommes tout à fait heureux d'avoir 5 experts parmi nous aujourd'hui. Certains d'entre eux se sont levés très tôt, d'autres sont debout assez tard. Et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vais passer la parole à Dieter Rottenberger, notre collègue, directeur de notre programme Résilience pour l'innovation, politique de l'eau, qui va présenter nos intervenants fantastiques. Dieter, vous avez la parole. Merci beaucoup, Francisca, pour cette blâme introduction. Donc, de ma part aussi, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous avons remarqué que, en plus d'avoir des heures différentes, mais aussi des saisons, certains sont en été, d'autres en hiver. Donc, c'est un mélange intéressant de climat, de saison et évidemment de sujets dans cette séance d'aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue de la part du ministère fédéral de coopération et du développement allemand, la GMZ. Moi-même, je travaille pour la coopération au développement allemande, GIZ, et je dirige le programme au secteur pour les politiques de l'eau. J'ai été impliqué dans cette série de webinaires avec GWOPA depuis le début 2020 et je suis très heureux d'être de retour avec vous tous pour avoir la continuation en 2021 de cette série de webinaires par les prestataires des eaux, pour les prestataires des eaux. Ceux qui nous ont rejoints la dernière fois savent que le focus a été mis sur les challenges et opportunités du Covid-19 l'année dernière. Cette année, les webinaires conduisent à la 4e conférence de GWOPA et traiteront des zones de priorité du congrès. Donc, le congrès global des WOP pour apprendre, partager et s'inspirer les uns les autres. Donc, nous voyons qu'il y a un grand éventail de sujets et d'attentes qui, évidemment, ce sera en ligne, gratuit, ouvert à tous. C'est quelque chose que nous encourageons, enfin, nous vous encourageons à vous engager dans cette conférence, dans ce congrès. En ce qui concerne le congrès, mais pas seulement, ce qui préoccupe tout le monde, c'est le changement climatique.
La semaine dernière, le webinaire a considéré les actions prises contre la sécheresse et les innovations aujourd'hui sur la chaleur et les feux, les incendies. Et comment nous devons demander à nos sociétés, donc des eaux, de comment ces événements ont un impact sur leurs opérations, sur leur personnel. Et nous allons commencer cette discussion sur la préparation à cet impact du changement climatique. J'aimerais remercier nos intervenants. Vous avez la représentation pendant l'heure et demie qui suit de notre réseau, l'Alliance des WOPS globaux. Mais je ne veux pas trop rentrer en profondeur parce que nous avons un modérateur, John Matthews, qui va présenter nos intervenants. Dr. John Matthews est directeur exécutif et cofondateur de l'Alliance pour le programme de l'adaptation au climat et qui s'adresse à la gestion de l'eau et à la résilience. Il a des connaissances techniques et politiques et une gestion pour des implémentations pratiques. Les ONG, agences des Nations Unies multilatérales, également la GIZ et la BMZ. Cela fait 2 ans que je profite de cette coopération avec John. Il est engagé en écologie et je suis très heureux de lui passer la parole. Merci, John. Merci, Dieter. Merci pour ces aimables paroles. C'est un grand plaisir de travailler avec vous et votre équipe et je me sens très honoré d'être ici aujourd'hui et de travailler avec GWOPA, avec ce public et ses intervenants. Je suis très heureux de présenter la première intervenante, Laura Katz, qui est à la société Denver Water et qui est directrice du programme de climat. Cela fait 15 ans qu'elle a été présidente de l'Alliance pour les fournisseurs d'eau pour le climat, et professionnelle, leader dans la prise de décision dans la société d'incertitude profonde des Pays-Bas. Elle est engagée à l'adaptation climatique, résilience. Avant cela, elle était professeure de physique à l'université Sweetbriar, une scientifique du climat avec Aurora Water. Elle a un master en physique et une licence en physique et mathématiques. Et comme toujours, je sais qu'elle a une grande expérience sur le sujet et j'attends beaucoup de chaleur et de feu dans son intervention. Laura, vous avez la parole. Merci, John. Je suis très heureux de vous voir et d'être ici aujourd'hui. Et merci de nous avoir rejoints à cette heure. Je vais partager donc, voilà. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, ça va. Très bien, merci. Oui, effectivement. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais vous parler de l'Alliance pour le climat et pour la société de l'eau et on se centre sur la pratique, l'adaptation au changement climatique. Et je finirai en vous présentant 2 projets et rapports qui sont présentés ce mois-ci. Alors, un petit peu sur l'Alliance de climat. Nous sommes 12 sociétés dans tous les États-Unis qui travaillent ensemble sur l'adaptation au climat, l'adaptation climatique. Beaucoup d'entre nous travaillons depuis 2008, plus de 10 ans. Ensemble, nous fournissons de l'eau
de qualité à 15 millions de personnes dans le monde, ou 50, pardon, millions de personnes. Donc, une personne sur 7 est connectée à cette alliance aux États-Unis. Donc, sur cette carte, vous voyez où se trouvent nos partenaires. Donc, du Pacifique Nord-Ouest au Sud-Est, du Nord-Est au Sud-Ouest. Donc, une bonne représentation du pays. Notre mission est de s'adapter, d'adapter les sociétés au changement climatique. Nous sommes en train de mettre à jour notre plan stratégique qui sera terminé cette année. Nous commencerons à le mettre en œuvre l'année prochaine. Mais nous allons nous centrer donc sur l'adaptation climatique et la mitigation des gaz à effet de serre, l'équité et bien sûr les ressources hydriques. Et nous allons mettre en œuvre cela l'année prochaine. Donc, le premier exemple que j'aimerais partager avec vous consiste à ce qu'on appelle des cas d'engineering par Kavita Hein du bureau d'eau de Portland. Nous avons 30 ingénieurs. Nous travaillons avec eux. Ils veulent savoir ce que les autres sociétés font, comment cela se traduit en mise en œuvre. Nos ingénieurs recherchent des idées sur comment nous préparer par rapport au changement climatique. Donc, on s'est adressé à nos réseaux. Nous avons connecté des interviews, conduit des interviews. Nous avons revu un certain nombre d'études de cas et nous avons identifié une série de process d'engineering, design, capital projet et également une série d'impacts climatiques et de régions. Donc, pas mal d'exemples pour développer des études de cas. Donc, nous avons conçu et développé ces études de cas avec l'Université de Washington. Le but de ce projet était de montrer l'adaptation climatique du secteur de l'eau, aller au-delà du planning et permettre de prendre certaines décisions et voir comment les ingénieurs pouvaient trouver des données pour concevoir des infrastructures et permettre à nos ingénieurs dans le secteur de l'eau d'apprendre de leurs pairs et pouvoir faire un suivi de ces études de cas et inspirer de nos approches et innovations dans ces projets d'engineering parmi nos partenaires et nos membres. Donc, je vais vous partager 3 études de cas. Vous pouvez vérifier dans notre page web. La première étude de cas, c'est du district de l'eau de Tarrant, au Texas, une région très chaude et traditionnellement, ils ont utilisé de l'eau du lac pour refroidir leur station de pompage. Mais en 2011, il y a eu des vagues de chaleur et les températures étaient de 90 degrés Fahrenheit. Donc, il y a un certain nombre de pannes du système de refroidissement des pompes. Ils ont revu le système de refroidissement et ils ont permis d'installer un processus d'échange de chaleur avec le lac et cela leur a permis de faire face à des températures très élevées et également lorsqu'il y a la sécheresse et également des températures extrêmes dans l'avenir. Un autre exemple de ces études de cas, c'est celle du Nevada du Sud. Ils gardent leur eau dans un lac. Aujourd'hui, il y a 2 stations où ils peuvent pomper l'eau. Et ils voulaient construire une station de pompage qui serait encore plus profonde dans le réservoir. Et si quelque chose se passe dans le fleuve du Colorado,
le sud-ouest des États-Unis, ça fait 20 ans qu'il y a une sécheresse et à cause de la désertification, c'est une sécheresse du paysage. Donc les régions sont en train de redéfinir, ils connaissent la pire sécheresse de leur histoire et nous devons construire des réservoirs. Donc ces informations climatiques permettent d'établir que nous allons avoir besoin d'une autre station de pompage pour faire face au changement climatique. Donc, il y a cette station de pompage qui s'appelle Lake Mead. Et évidemment, les niveaux de l'eau chutent. Il faut aller toujours plus profond. Ceci n'est pas vraiment lié aux incendies, mais c'est lié au Colorado. C'est un exemple très important comment un État a pris le leadership aux États-Unis. Le département des ressources nature ont établi un programme de sécurité, estime les règles et les lois pour les réservoirs au Colorado. Avec le Nouveau-Mexique, nous évaluons comment le changement climatique peut avoir un impact sur les pluies. Et il y a des corrélations très simples sur l'humidité dans l'atmosphère et les pluies. Et c'est intéressant à étudier. En se basant sur ces principes, le Colorado a déjà gagné 2 degrés et recommande une augmentation du facteur d'humidité de 7% parce que 2 degrés de réchauffement peut créer plus d'humidité. Et donc, ce processus permet de mesurer. Alors, maintenant, on va se centrer sur les chaleurs extrêmes. C'est un projet qui a été conduit par Kill Brooks. Et on apprend 5 études de cas différents aux États-Unis, nord-ouest jusqu'au sud-est où il y a Miami. L'Oklahoma a été inclus, ainsi que Devon Water et le Nevada du Sud pour le Midwest et le Sud-Ouest. Denver Water présente une élévation, une altitude dans ces installations. Donc notre focus était de voir, nous voulions analyser les effets sur le personnel à l'extérieur et évaluer les effets de la chaleur extrême sur les conditions de refroidissement des immeubles, les moteurs, leur durée de vie, mais également les toits dégradés et les parkings qui sont exposés au soleil et recommander des stratégies d'adaptation tant pour les infrastructures que pour les personnels. Ici, vous avez un exemple de ce que nous avons fait. Le nombre de jours de plus de 90 degrés de Fahrenheit à Denver, on a expérimenté 33 jours par an au-delà de ces 90 degrés. Si vous voyez les modèles climatiques, il y a 2 modèles de scénarios. Et ça, ce sont les résultats moyens de cette analyse. Donc, c'est un petit peu tempéré, mais on peut expérimenter jusqu'à 125 jours au-delà de 90 degrés. Et en fait, cela fait plus d'une semaine que nous vivons une vague de chaleur. Et hier, on avait 104, aujourd'hui 102. Et au Colorado, en général, on n'atteint pas ces températures à la mi-juin. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Vous voyez que l'Oklahoma, au-delà de 100 jours, Miami, plus de 100 jours, et le Nevada, 70 jours de plus de journées de chaleur extrême.
Du point de vue de la science du climat, on recherche, on analyse des modèles, on fait des projections, et ce qui fournit de bonnes informations sur le climat, sur les conditions moyennes. Donc, nous sommes vraiment intéressés à voir comment les extrêmes vont changer. Et j'insiste, c'est une évaluation basse des températures de l'avenir. Mais les températures ne sont qu'une partie de l'histoire. Il y a la température, il y a l'humidité relative, et cela explique comment les gens sentent la chaleur. L'impact en extérieur sur les personnes, il y a les mesures de protection, les index de chaleur, ça veut dire 91 degrés avec une combinaison de température et d'humidité relative. Et voilà, dans le Nevada du Sud, c'est un exemple de comment la chaleur et la chaleur extrême changent dans ces deux scénarios d'émission de 20 jours à 40 à 60 jours en 2070, si j'ai bien compris. Et il y a un tas de stratégies d'adaptation pour le personnel pour lesquelles nous pouvons investir pour soutenir nos personnels. En Nevada, nous sommes informés les superviseurs et les personnels sur l'importance des blessures, de rapporter des blessures de chaleur. Parfois, vous allez vous blesser parce que vous êtes un peu fatigué, mais nous voulons vraiment déterminer cette connexion pour les personnels. OSHA, donc cette app permet de suivre cette exposition et de gérer le travail pour changer soit les zones où les gens travaillent ou leur dire de travailler à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Dans les installations, eh bien, on a différents types d'installations et ça a un impact sur les conditions et sur les équipements. Et l'une des choses que nous explorons ici sont les nombres de jours où on aura besoin de produire un refroidissement supplémentaire au-delà des 65 jours degrés Fahrenheit. Donc, à Denver, dans un scénario bas, le nombre de jours s'est multiplié par 2. Et dans le Nevada du Sud, ils vont voir encore plus de jours où ils vont avoir besoin de refroidissement. Et Miami, encore plus. Et sur une période de 20 ans, ils vont avoir besoin donc de réfrigération. Si vous ne connaissez pas cette règle, c'est que pour chaque 10 degrés Celsius, 18 degrés Fahrenheit, la vie des moteurs est réduite de moitié, par un facteur de moitié. Avec cela, je vais résumer avec cette diapo. Ici, nous faisons le suivi, donc les chaleurs extrêmes à l'intérieur et à l'extérieur dans le temps pour identifier des seuils, pour avoir des améliorations et mettre en œuvre des stratégies pour éviter l'insolation, avoir des ventilations d'air. Donc, vous pourrez trouver ce rapport en ligne. Ça devient, il fait chaud et il va faire encore plus chaud. Merci. Merci beaucoup, Lorna. C'était une présentation fantastique. Je vais garder les questions pour vous quand ce sera votre tour dans le panel. Et je vois des exemples très clairs de comment la chaleur a affecté des opérations des prestataires de services et comment cela a conduit
à des changements significatifs dans les opérations, dans les investissements et probablement des changements dans la manière dont les entreprises pensent à elles-mêmes dans l'avenir. Je vais maintenant m'adresser au premier de nos panélistes, Monsieur Enzo Bonfanti, en Argentine, Aguas Cordobesas, et il va se centrer sur les incendies. Monsieur Bonfanti a la parole. Merci beaucoup. Et bonjour, bonne nuit, bonsoir à tous. Je suis Enzo Bonfanti, chef de production de Aguas Cordobesas. Nous avons 2 stations, nous avons plus d'1 million d'habitants servis. C'est une entreprise privatisée il y a plus de 4 ans et elle fournit de l'eau à la ville de Cordoba. Nous ne gérons pas tout à l'égout. Quand a commencé le plus grand problème, on avait des microalgues, des phytoplanctons, différents types d'algues, et c'était le problème que nous avions. Et pour cela, nous avons développé beaucoup de travaux, et aération, ultrasons, etc., pour pouvoir mitiger le problème des algues et comment travailler. Mais à partir de 2008, nous avons commencé à avoir des incendies. Cordoba est une ville qui se trouve dans une zone semi-aride. Nous avons peu de précipitations annuelles concentrées au printemps-été. Dans l'époque sèche, il fait très froid, tout se sèche et on brûle beaucoup de bois dans les forêts et il se produisent beaucoup d'incendies. Et selon où se produisent ces incendies, cela nous affecte. Et nous sommes en train de parler du changement climatique. Et ce qui se passe à Cordoba, dimanche, nous arrivons 27 degrés. Et ce matin, il a neigé. Les changements sont abrupts et causent beaucoup de problèmes. Et en ce qui concerne le thème des incendies, en 2008, nous avons eu des incendies très localisés. Tôt le matin, en été, il a commencé à pleuvoir et dans ce secteur, toute l'eau est allée vers le fleuve et a fini dans la station et nous avons dû l'arrêter parce que les eaux avec des cendres, c'est très difficile. Donc, il faut arrêter la station avec la situation aggravante qu'il a fallu nettoyer complètement la station. Regardez comment se présente l'eau. On parle de 15, 20, 30 mm en 15-20 minutes qui arrache tout sur son passage et cela arrive très rapidement à la station. Alors, on va voir la vidéo. Je ne sais pas si elle n'est pas en haut. Si, là voilà, la vidéo. Vous allez voir que donc la croissance du fleuve de la rivière est très importante et la couleur de l'eau est noire. Ce n'est pas une illusion d'optique. L'eau est complètement noire à cause de la cendre. Et très rapidement, c'est très rapide, c'est très soudain, parce qu'on est dans une zone de montagne et les rivières transportent beaucoup de sédiments. Cela nous a créé des challenges. Voici l'eau qui arrive à la station. Elle est noire.
Ça ne coagule jamais, l'eau reste noire. Il est impossible de coaguler quoi que ce soit. Ce type d'eau ne coagule pas et la seule solution, c'était couper l'arrivée de l'eau à la station. Bon, c'est tout un circuit intégré. L'eau sort d'un réservoir, elle passe à la rivière et les petits ruisseaux qui viennent d'où se produisent les incendies arrivent dans le fleuve et c'est là où on a les problèmes. Et selon le temps et la pluie, la quantité de pluie, de la prise d'eau que vous voyez, tout est plein de cendres et on a 2 heures avant qu'elle n'arrive, l'eau à la station pour éviter qu'elle nous cause le problème, comme c'était le cas en 2008. Au fur et à mesure que nous avons eu avec les incendies, 2008 et 2017, 2 événements où on a dû arrêter la station. En 2017, moins de cendres, nous avons dû arrêter un jour. Et l'année dernière, il y a eu une sécheresse très importante. Dans l'époque sèche, on a eu seulement 25 millilitres d'eau sur 8 mois. Très peu d'eau. Il se sont produits des incendies près du fleuve, près de la source qui alimente la station. En prévoyant qu'il y avoir des inconvénients, nous avons créé des relations avec des gens qui pouvaient nous donner des informations, comme le réseau national qui nous dit la quantité de pluie qui tombe dans le bassin. Mais il y a des chutes d'eau locales, disons, de pluie locale qui sont très localisées et nous avons dû placer des pluviomètres dans des lieux critiques pour disposer de l'information online. Et ce n'est pas suffisant. Alors, ce qu'on a fait, c'est de déterminer les instructions. Que faire quand il commence à pleuvoir? Quand il commence à pleuvoir, l'opérateur de garde, selon l'intensité et la communication, ce qu'il peut observer, malheureusement, les pluies intenses ont généralement lieu la nuit ou à l'aube pour compliquer tout ça. Il commence à voir comment la situation se développe et selon une personne de garde va près de la prise d'eau et regarde comment arrive l'eau à la station. Et selon la situation, on active une garde majeure où participent des gens de la zone de production, qui est de garde technique, des gens de maintenance, des gens de qualité de produit qui nous aident dans différentes étapes du processus pour atténuer cette crise. Que faisons-nous? Nous prenons des échantillons dans tous les ruisseaux et rivières où nous pouvons avoir accès pour voir comment, dans quel état est l'eau. Et selon l'évolution, nous allons prendre les décisions pertinentes, fermer les portes ou pas. Et dans cette station en particulier, nous avons une eau très influencée par les ruisseaux qui peuvent apporter des cendres et l'autre station pas. Alors, selon comment arrive l'eau, nous faisons des échantillons. Nous prenons des échantillons. Lorsqu'on voit qu'il y a une quantité importante de cendres, nous fermons les vannes. On ferme les vannes donc et on évite que de l'eau avec des cendres arrive dans la station. Les pluies sont ponctuelles, elles passent en 2-3 heures, mais cet été dernier, on a eu une pluie qui a duré 13 heures, une montée des eaux importante. Nous avons fermé les vannes,
On a arrêté la production. On ferme toutes les vannes, donc pour éviter les problèmes. Et on attend l'avance, la progression des cendres. Dans ce cas, cela a duré 13 heures, mais nous avons évité que les centres rentrent dans la station. Cela nous aurait créé des complications et on aurait eu la station, on aurait dû arrêter la station pendant plus de temps. Nous avons évité donc de salir la station parce que la nettoyer c'est compliqué et nous avons évité cette arrivée des cendres. Quand on voit que la quantité de cendres diminue, on fait donc des prises pour coagulation, pour voir, on monte un labo et on commence à faire des analyses de coagulation pour voir comment l'eau commence à bien coaguler. Et quand elle commence à bien coaguler, on commence à ouvrir les vannes. L'été dernier, nous avons eu des événements partiels où il a fallu fermer une sur 2 vannes, ce qui nous a permis de travailler avec un débit moindre, mais pas d'arrêter la station. Alors l'expérience nous dit qu'il faut vraiment faire attention à cette situation et de recevoir toute l'aide possible pour avoir des problèmes plus graves que le fait d'arrêter la station. Avec les années, nous avons accumulé de l'expérience et nous voyons quelles sont les meilleures solutions. Et l'année dernière, la solution a été bien meilleure et nous avons évité des inconvénients comme d'autres fois. Cela nous a donné des résultats. Donc, il est important d'échanger des informations pour pouvoir résoudre le problème. Voilà, c'est un petit résumé de notre travail. Merci. C'était une excellente présentation, assez dramatique d'ailleurs, visuellement. Une question rapide. J'ai compris que vous avez défini le problème de qualité des eaux. Vous modifiez l'opération face à ces événements extrêmes de pluie. Mais est-ce que vous attendez des changements en termes d'intensité des feux et de fréquence des feux? Est-ce que vous avez travaillé avec des gérants de forêt, par exemple, pour voir s'il y a des répercussions? Malheureusement, tous ces incendies créent des problèmes dans les lacs. Ils apportent du phosphore, qui est un réactif limitant pour la limitation des algues. Donc, les incendies rentrent dans les lacs et créent ce problème de croissance des algues. Quand l'incendie est entre le lac et la station, cela provoque les problèmes qu'on a vus. Il y a un travail intense du gouvernement de la province pour combattre les incendies, mais malheureusement, notre climat est difficile. Toutes les prairies sèchent, toute la couverture végétale à cause du froid en hiver, et n'importe quel incendie prend des grandes proportions. Il y a une campagne pour faire prendre conscience aux gens qu'ils fassent attention parce que entre le lac et la station, il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette zone et il y a beaucoup d'espaces verts et beaucoup de personnes inconscientes qui provoquent des incendies. Je vous le disais, il y a des campagnes
Il y a un développement important des pompiers, mais ça n'est pas suffisant. Dans toute cette époque, depuis le début de la concession, c'est la 3e fois qu'on a un grand incendie et qu'on doit beaucoup travailler et être en contact avec les instituts, le gouvernement pour pouvoir collaborer. Merci, très bonne réponse. Je crois que ce que vous dites, c'est que c'est une situation en évolution et que vous tentez de construire des relations plus larges. Je crois que c'est un exemple pour nous tous dans nos pays. Maintenant, j'aimerais passer au deuxième panéliste, Lorna Katz. Elle représentait Aluka et maintenant elle va être dans son rôle comme conseillère. Je vous passe la parole, Lorna. Merci, John. Notre exemple est très similaire à ce qu'on a entendu d'Argentine. Le Colorado est une chaîne de montagnes des États-Unis, loin des océans, une latitude sud, et Denver est une élévation. Et notre eau vient de la neige. Nous avons la chaîne de montagnes qui traverse le pays et la plus grande partie de notre eau, 80%, donc comme je disais, vient de la neige qui est accumulée pendant l'hiver. Il y a des réservoirs des deux côtés de la chaîne. Nous avons des tunnels qui traversent la chaîne et qui apportent l'eau de l'ouest à l'est. Nous traitons cette eau dans des stations de traitement autour de la région de la ville de Denver et nous fournissons 1,5 million de personnes qui est la population totale. En 2002, nous avons fait l'expérience de différents désastres naturels. Ça a l'air de faire longtemps, mais je veux vous dire comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. En 2002, il y avait peu de neige accumulée. Nous avons des données historiques sur donc la couche de neige qui remonte à pratiquement 100 ans. Et nous avons une sécheresse qui a duré un certain nombre d'années. Et on a répondu aux besoins des clients pendant cette période. Et en 2002, dans la partie nord de notre système, pratiquement on était sans eau. C'était très alarmant et très stressant. Donc il y a cette sécheresse pendant seulement une année, malheureusement, on ne le savait pas. Mais c'était la pire sécheresse jamais vécue. On n'avait presque pas d'eau. Et en juin, un incendie démarre. Et dans notre réservoir, il travaillait dur pour avoir suffisamment d'eau emmagasinée pendant un an. Mais évidemment, on fournit aussi de l'eau potable. Et tout à coup, la station souffre l'incendie et c'est le pire incendie que l'État a jamais vécu depuis jusqu'à l'année dernière. Donc, ce qui est fou, on est dans une sécheresse, on a cet incendie et on a vu les photos avec cette sédentation. Non, c'est très sec chez nous. C'est une région aride, mais on a de la sédimentation, on avait des débris, des plantes, des cendres, des pierres qui descendent et cela remplit nos réservoirs. Au lieu de l'eau, il y a des sédiments et on n'avait pas d'eau.
et les réglementations sur le goût et les odeurs. Bon, depuis, alors je vais vous montrer quelque chose. Depuis, nous avons changé notre manière de planifier les choses. On s'est dit, OK, on peut faire l'expérience d'une sécheresse et un incendie en même temps. Notre planification avant considérait un ou l'autre désastre, mais pas les deux en même temps. Donc, on a commencé à avoir différents types de désastres naturels. On est remonté à 100 ans. On a analysé les anneaux des arbres, ce qui nous donne des informations. Et donc, cette planification que nous avions dans les années 50 ont été bien pires dans le passé au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, des sécheresses qui ont été dévastatrices. Si elles ont eu lieu dans le passé, eh bien, elles peuvent se reproduire dans l'avenir et s'intensifier avec le changement climatique. Donc, nous avons changé notre manière de faire des plans. Nous considérons différents scénarios multiples. On prend en compte le changement climatique, la stabilité économique de notre région, les valeurs sociales, et on tente de comprendre ce n'est pas une prévision d'avenir, mais on se dit, que se passe-t-il si il fait très chaud, s'il y a une crise économique pendant longtemps, et que se passe-t-il si les gens veulent utiliser de l'eau pour s'assurer que leur gazon est vert? Ou les gens s'en moquent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et cela, à quoi ça peut ressembler dans l'avenir, et prévoir et nous préparer. À part ça, on a commencé à penser à nos infrastructures critiques, notre réserve d'eau. Dans le passé, on pensait à l'infrastructure physique, les briques, le mortier, le béton. Maintenant, on pense que ces réservoirs sont une partie clé de notre infrastructure. Et on veut qu'elles soient stables parce que les pratiques d'incendie ont été très agressives. Nous avons beaucoup d'arbres stressés parce qu'il y a des maladies des arbres, parce qu'on n'a pas suffisamment de froid, et ces bactéries empirent, il y a une désertification, et donc la végétation est stressée. Donc c'est l'époque idéale pour un feu, pour un incendie. Donc on a commencé à faire un programme de gestion des forêts. Nous avons du personnel qui travaille dans ces deux domaines. Et à travers la collaboration, le troisième point, c'est augmenter la collaboration avec le service forestier de l'État. Nous avons pu traiter des centaines d'hectares de terre autour de notre réservoir. Et cela nous a coûté des dizaines de milliers de dollars et que, heureusement, nous avons pu être soutenus du côté financier. Donc, on voit comment on peut traiter nos forêts selon le type de pente
et d'altitude, et évidemment la situation géographique. Et donc, on traite ces versants de manière différente. Et en 2018, nous avons eu un feu sur notre réservoir le plus grand. C'est les montagnes Buffalo, et elles ont brûlé jusqu'à des maisons des gens. Vous pouvez voir la ligne de l'incendie. C'est allé jusqu'à une barrière d'incendie que nous avons installée. Ce sont 180 acres, 900 acres, pardon, et nous avons sauvé $1 milliard de récupération. Non, pas de récupération, pardon. On a économisé $1 million de pertes d'habitation, sédimentation, propriété, problème de qualité d'eau que l'incendie aura provoqué dans notre réservoir. Donc un retour sur investissement incroyable. Ma dernière remarque, c'est qu'il nous faut vraiment des planifications pré- et post-incendie. L'Argentine parlait d'impliquer beaucoup de personnes, de collaboration. C'est pas facile. Pas tout le monde est disponible. Et la propriété de la terre est un problème. Mais on essaie d'avoir des connexions. Et la semaine dernière, on a déjà eu 3 incendies. Dans le Colorado, on a environ 5000 incendies par an. 84% de ces feux sont causés par les humains. Et c'est aussi un domaine où nous avons travaillé. Merci, c'était une intervention excellente. Vous avez créé des images dans nos têtes dramatiques avec ces feux, ces incendies. Une question rapide en combinant certains éléments de votre première intervention. Dans votre première intervention, vous avez présenté 2 exemples. L'un, dans le sud des États-Unis, les systèmes de refroidissement est tombé en panne. Est tombé en panne, voilà. Il a arrêté de fonctionner. Et cela a résulté dans un changement, dans de nouveaux investissements vers un autre type de système de refroidissement beaucoup plus indépendant par rapport à ce qui se passait. Dans le deuxième exemple, c'était un grand réservoir. Et j'essaye de penser à l'avance dans quelques décennies. Que va-t-il se passer avec l'eau? Est-ce que le Nevada va pouvoir continuer à accéder à cette eau avec un tunnel? Et c'était un exercice donc de futur. Je sais de sources indépendantes que c'était un grand investissement et que cela demandait de mobiliser beaucoup d'influence politique et de ressources. Et je suis frappé dans cet exemple que vous avez fourni de Denver qu'il y a quelque chose qui se passe de similaire. Il y a déjà un impact sur le paysage en termes d'opération, mais vous faites des exercices de planification, de réflexion sur certains aspects fondamentaux, sur comment interagir avec la communauté, et probablement on va devoir réinvestir dans des écosystèmes comme des infrastructures critiques. Et cela veut dire aussi investissement et actifs financiers. Je suis vraiment frappé par ces 2
aspects. Les opérations n'ont pas encore été atteintes. Churchill a dit que ne gâchez jamais un bon désastre. Et malheureusement, c'est vrai que nous réagissons et nous n'anticipons pas. Donc, dans ces deux exemples, à un haut niveau politique, il y a des gens qui sont prêts à investissement pour des changements des opérations. Oui, c'est une bonne connexion, John. La planification est importante, mais c'est incroyablement difficile, même si vous n'êtes pas en crise. Donc, on a eu de la chance au Nevada que nos agences, mais c'est qu'on n'a pas d'autre option. On a l'eau de la neige, on va pas l'avoir, on va pas pouvoir l'obtenir d'ailleurs. On n'a pas le temps de construire une pipeline pour transporter de l'eau, n'est-ce pas? Et dans le sud de l'État, ils travaillent. Ce sont des prévisions à moyen et à long terme. C'est que les choses vont empirer rapidement. Et ces dernières 20 années, les gens essayent de voir comment naviguer la situation. L'eau et boire de l'eau, c'est une activité qu'on ne peut pas arrêter. Mais je crois que si on n'était pas passé par la sécheresse de 2002 et l'incendie, avec ces désastres simultanés, on n'aurait pas été aussi préparé qu'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment analyser. C'est une bonne histoire. Donc, il faut vraiment s'assurer d'écouter les signaux. Merci. Maintenant, j'aimerais passer la parole à notre troisième panéliste, Andrés Guerra Librero Castilla, de l'Association espagnole d'assainissement et d'eau, l'AEAS. Vous avez la parole. Merci. Je vais faire cette présentation en espagnol parce que je n'ai pas eu le temps de traduire en anglais. Et je crois que ce serait dommage de voir la présentation en espagnol et de parler anglais. Donc, je vais passer à l'espagnol. Voyons. L'association espagnole rassemble les opérateurs de l'eau d'Espagne qui englobe 80% de la population. Les opérateurs sont municipaux en Espagne. Il y a environ 4000 opérateurs. Par rapport à la présentation que je vais faire, qui se centre sur le changement climatique et quels effets cela peut générer sur les services, il y a deux piliers fondamentaux. D'abord, la mitigation, que pouvons-nous faire pour contribuer à mitiger le changement climatique, et je vais me centrer surtout sur l'adaptation. Par rapport à la mitigation, dire qu'en Espagne, la plupart des opérateurs, les grandes villes, ont trois piliers. D'abord, la génération d'énergie propre, biogaz et hydroélectrique. D'autre part, des plans de mitigation des gaz à effet de serre à partir des renouvelables.
Et le troisième pilier, l'économie circulaire, qui est une stratégie européenne, de fait, en relation à ce nouveau paradigme économique de l'économie circulaire, ouais, des ressources, de l'eau, les processus d'épuration, les gaz, etc. En ce qui concerne l'adaptation, eh bien, fondamentalement, il y a trois parties. La mesure des impacts, je crois que ça l'a déjà été dit, la planification, et enfin, une fois que la planification est faite, une série de mesures qui peuvent inclure les infrastructures, tant pour les impacts fondamentaux que peuvent générer. Et c'est d'ailleurs par rapport à ces impacts, comme cela a déjà été dit, comme l'a dit le panel intergouvernemental en 2014, le changement climatique génère une modification dans les patrons de pluie, les modèles de pluie dans le monde entier, et en particulier l'Espagne. Et en plus de cela, cela affecte 62 millions de personnes, dont 35 millions à cause des inondations. Le CEDEX, qui est un organisme gouvernemental dirigé par le ministère des Transports et de l'Environnement, c'est un organisme technique qui a réalisé une évaluation de l'impact du changement climatique et des ressources hydriques en Espagne. C'est un tableau ici qui montre une série de modèles qui ont été exécutés à travers de modèles climatiques qui simulent la concentration des gaz à effet de serre dans les années à venir pour voir comment vont changer les modèles de précipitation. Et les moyennes de ces changements, de ces modifications par rapport aux concentrations de gaz à effet de serre considèrent qu'il va y avoir une réduction des précipitations de 24%, qui s'ajoute à la complication qu'il y a déjà en Espagne quant à la disponibilité de l'eau. Il y a une augmentation de la température de 5,6, de l'évaporation de jusqu'à 24%, une diminution dans la recharge des aquifères de 40%, et de celles qui coulent sous la surface de 43%. Donc, un impact très important en Espagne quant à la disponibilité de l'eau. Ça, ce sont les scénarios qui ont été utilisés, tout le monde les connaît, de concentration de gaz à effet de serre. Vous les connaissez tous. Et voilà ce que je voulais montrer ici. Vous avez les cartes de l'Espagne et selon la concentration, vous allez voir que dans la pratiquement totalité du pays, il va y avoir une réduction importante des eaux de surface, donc moins de disponibilité d'eau. Et il faut évidemment prendre en compte du manque d'eau. Nous sommes un des pays qui souffre le plus, y compris l'Australie, Israël, la Californie, sont des pays où les sécheresses sont très importantes. Nous avons beaucoup d'expérience. Mais il y a d'autres changements, comme l'augmentation du niveau de la mer et de phénomènes maritimes comme plus de vagues. Et il y aura des zones comme celle de Cadix, qui est très près du détroit de Gibraltar, où vivent 600 000 habitants. Il y aura des impacts très importants. Et les zones qui peuvent être inondables, ce qui représente non seulement un préjudice, un problème d'urbanisme, mais également au système de fourniture d'eau et d'assainissement. Suivante, par rapport à la planification,
l'une des parties que j'aimerais commenter. En Espagne, on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour tenter de disposer d'outils de planification pour les différents impacts que peuvent causer le changement climatique sur les systèmes d'approvisionnement en eau. Il faut dire qu'en Espagne, actuellement, pour les municipalités de 50 000 habitants, c'est-à-dire 500-600 municipalités, il est obligatoire que les opérateurs de l'eau planifient des plans de gestion de sécheresse. Ils doivent avoir une planification et quelles sont les mesures à prendre pour limiter cette catastrophe. Nous avons collaboré avec le ministère de l'Environnement pour l'élaboration d'un guide qui aide ces municipalités à rédiger ces plans d'urgence. Il y a des municipalités comme celle de Madrid qui ont fait des guides pour aider à la gestion durable des eaux pluviales. Le ministère de l'Environnement qui a également fait un certain nombre de recommandations pour les réserves de contention, réservoirs de contention. Alors, la sécheresse pousse à rechercher de nouvelles ressources hydriques. L'Espagne est le pays avec le plus de réservoirs du monde et des stations de désalinisation et des eaux souterraines. Et par rapport aux précipitations, aux inondations, pardon, nous avons des infrastructures les plus importantes, ce sont ces tanks de tempête et des systèmes de drainage également. Comme exemple final de la présentation, pour parler du thème de cet webinaire, j'aimerais commenter 2 cas spécifiques d'associés d'AES, qui sont Madrid et Séville. Madrid est dans sa page web pour tous les usagers du canal Isabelle II, qui est l'opérateur de l'eau à Madrid, et a une série de recommandations pour quand il y a des vagues de chaleur. L'Espagne est un pays chaud. On peut atteindre les 40 degrés, 107 degrés Fahrenheit environ, déjà à cette époque de l'année et dans ces circonstances. Le canal Isabelle II, au niveau de la gestion ou de l'opération, bon, il n'y a pas de grands incidents par rapport à l'alimentation, sauf qu'il faut prendre en compte évidemment les personnels, s'assurer qu'ils sont bien hydratés, mais on se centre surtout sur les recommandations aux habitants pour qu'ils économisent l'eau. Les vagues de chaleur, eh ben, ce qui se passe dans ces situations, c'est que la conscience augmente, que l'eau est un bien rare. Donc apparaissent un certain nombre de recommandations comme les règles d'arroser la nuit ou à l'aube, recycler l'eau pour arroser les plantes, ou les gens qui ont une piscine, eh bien, qu'ils la couvrent pour éviter l'évaporation pendant les heures d'insolation maximum. Le canal lui-même établit un certain nombre de recommandations plus spécifiques pour les entreprises ou les communautés d'habitants, les gens qui ont un jardin. Il est vrai qu'un document très intéressant de l'entreprise des eaux de Séville, ils ont identifié, avec l'évolution du changement climatique, le pire scénario, la durée des vagues de chaleur vont commencer à durer plus d'un mois et demi, et on atteindrait les 42 degrés. C'est plus de 100 degrés Fahrenheit. Et dans un document par rapport à l'urgence climatique,
il y a une série de circonstances qui pourraient s'aggraver par rapport aux vagues de chaleur, entre autres les problèmes de santé qui touchent la population. Il faudra faire des campagnes pour les habitants, problèmes d'alimentation, diminution de la qualité de l'eau par la présence de bactéries. En Espagne, on s'est rendu compte, les scientifiques et les opérateurs qui se consacrent aux eaux de surface, que proportionnellement à l'augmentation de la température en Espagne, à cause du changement climatique, il y a prolifération de génobactéries qui nécessitent de traitements agressifs pour la potabilisation de l'eau. Dans ce sens, ce que ça va provoquer, c'est qu'il va y avoir un changement dans les stations de traitement et il va falloir modifier ce type de processus pour l'adapter à cette nouvelle situation. Je vais terminer ici et je suis prêt à répondre à vos questions. Pardon. Très bonne présentation. J'ai été frappé dans votre intervention sur la planification. Très bonne preuve à l'échelle nationale et des données, problèmes spécifiques régionaux, en particulier cette transition pour réinvestir dans des infrastructures et poursuivre un soutien politique. J'ai été intrigué par la stratégie en 3 parties. Vous avez une forte communication. L'exemple que vous avez fourni, que l'opérateur s'engage avec la communauté et dit, bon voilà, c'est un problème que nous partageons tous, ce n'est pas seulement un problème pour l'opérateur, mais vous devez changer vos comportements. Peut-être que vous pouvez parler de l'importance de pouvoir communiquer à ces autres publics, au public en général, pour qu'ils comprennent ces problèmes. En Espagne, de fait, c'est un thème qui est à la mode, enfin qui a une importance capitale pour les opérateurs de l'eau. Nous parlons d'opérateurs qui ont leur autonomie, mais dans le pays, il y a environ 4-5 ans, chez certains opérateurs, il y a des espaces de communication qui se sont ouverts et de participation citoyenne. Non seulement pour leur faire prendre confiance des challenges qui nous attendent quant à la rareté de l'eau, qui est un pire problème de l'Espagne, mais aussi, et fondamentalement, mais c'est intéressant de le dire, la bourse ou les groupes sociaux qui ont des difficultés à payer la facture de l'eau. Donc, avoir un instrument de communication avec les citoyens permet d'ouvrir des canaux pour mieux comprendre les problèmes d'une certaine partie de la société pour disposer d'un service complet d'eau et d'assainissement qui soit abordable et qui réponde à la définition de droits humains des Nations Unies. Il y a des cas concrets à Séville, à Barcelone, qui ont du succès. Et depuis les années 90, il y a une tradition pour vraiment faire prendre conscience à la population dans les périodes de sécheresse. Fantastique. Vous dites que ces événements non seulement affectent les opérateurs de l'eau, mais que cela change des changements sociaux,
nouveau, des inégalités sociales, et il faut répondre à cela. Les opérateurs de l'eau font partie de cette solution aussi. Merci beaucoup pour cette intervention. Et maintenant, j'aimerais passer à notre dernier intervenant. Bon, il y a deux intervenants qui nous rejoignent d'Australie. D'abord, Dan Deere avec l'Association des services de l'eau et John Day. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais faire une présentation très rapide. Les expériences australiennes, juste pour parler des services de l'eau, qui est une organisation très similaire à celles qui ont déjà été présentées, représente 24 millions de clients dans le pays et en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est opérateurs de l'eau dans les deux pays, Australie et Nouvelle-Zélande. Et en ce qui concerne les feux de brousse, en 2020-2019, l'association a créé un manuel de gestion des feux de brousse. Il y a beaucoup de contenu dans ce manuel et il y a un link également, un document sur des ressources à la disposition des opérateurs. Donc, au lieu de le lire, je vais vous laisser explorer vous-même le contenu. Et je vais vous montrer les éléments principaux et John vous parlera d'un vrai cas d'étude, beaucoup plus intéressant. Donc, voilà certains contenus du manuel. Le déclencheur a été le plus grand feu de brousse. C'est le sud-est de l'Australie où la plus grande partie de la population vit. Et les zones en rouge sur la carte qui sont dans les montagnes qui séparent, disons, l'intérieur de la côte et que c'est là où tombe la pluie et où se trouvent les bassins versants d'Australie. Eh bien, quand ces zones brûlent, cela a des implications sur la qualité et la disponibilité de l'eau. Et on voit une augmentation de la durée de la période sèche, augmentant la fréquence des feux et leur intensité corrélée à l'augmentation de la température. Donc ces graphiques montrent une augmentation de la température dans le temps jusqu'à 1,5 degré de 1960-1990. Et l'année dernière, nous avons le dipôle de l'océan Indien et nous pouvons avoir des périodes très chaudes en été avec des vents chauds. Donc le manuel est divisé en 4 phases, prévention et planification, le fait de se préparer, récupération et réponse. John va parler de la prévention et de la planification. Il a souvent vu des feux de brousse et il a aidé à constituer ce manuel à partir de son expérience. Il peut y avoir des expériences où l'incendie, même avec les meilleures coopérations, est hors contrôle et il faut parfois se centrer sur la réponse et la récupération. Et donc chaque section est divisée en recommandations. Vous avez des ressources de soutien et vous avez des études de cas et la checklist. Si bien que l'opérateur peut prendre la checklist et faire une auto-évaluation et utiliser les ressources pour remplir les fossés dans leur capacité à répondre. Le document fournit
aussi des références à d'autres manuels, d'autres manuels qui sont disponibles en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui fournissent d'autres ressources auxquelles les personnes peuvent s'adresser. D'une certaine manière, le manuel est divisé en prévention, le fait d'être prêt, récupération, réponse, et a été constitué par les opérateurs principaux. Vous avez John Day et l'eau du Nord-Est, ainsi que de nombreux opérateurs et des opérateurs gouvernementaux. Gray Ryan est le coordinateur de ce projet. On va vous montrer son mail, le voilà, et on va passer la parole à John. Bien, alors. Alors, nous sommes dans le nord-est de Victoria, mais c'est la zone, le zone versant qui fournit l'Australie du Sud, le Murray-Darling Basin. Nous avons seulement 2%, mais nous fournissons 38% de l'eau de ce bassin et nous sommes très exposés aux incendies. Vous voyez dans l'autre carte, voici les incendies que nous avons eus dans notre bassin versant dans ces 20 dernières années. Et vous voyez qu'il y a une zone plus sombre avec les feux qui ont eu lieu en 2020. S'il y a quelque chose que nous avons appris, c'est cette réflexion autour de construire des infrastructures qui soient sûres anti-incendie ou des systèmes qui sont sûrs. Et évidemment, cela implique la formation des personnels et la capacité de construire des infrastructures rapidement une fois que les événements ont eu lieu. Après les événements. L'autre partie concerne le changement dans les réponses. Nous travaillons avec les services d'urgence. Vous voyez que nous considérons les pompiers comme un service essentiel. Donc, réponse et récupération, ça commence très tôt dans le système. Voici un de nos camions qui rentre dans un des incendies. Nous avons contrôlé cette zone en 12 heures avec des escortes. Nous avons maintenant une unité de réponse rapide. Et nous avons des gens formés comme les chauffeurs d'ambulance, des capacités de haut niveau pour qu'ils puissent répondre très rapidement. Et voilà, tout est là. Dans notre planification, on a créé un cadre de résilience du nouveau climat. On identifie donc les manquements et les actions pour pouvoir répondre à ces fossés. On a défini 6 principes, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça se base sur est-ce que vous pouvez faire ça avec les communautés? Est-ce que c'est rentable? Enfin,
Est-ce qu'il y a d'autres options? Et cela nous a permis de créer une liste de plans d'action dans les 12 mois à suivre, et ce registre tourne et on le revoit chaque année, on les révise chaque année. Et les revues, bon, on a ce registre qui parcourt. Bon, que se passerait-il si cela serait provoqué par le feu, par la tempête ou par l'indirect? C'est ce qu'on a vu en Argentine. Un incendie et les conséquences indirectes, par exemple, comme les cendres en Argentine. Sécheresse, vague de chaleur, inondation, et on voit ça avec nos ingénieurs pour analyser la qualité de l'eau, et on parcourt tout le système du bassin versant à la fourniture. Et cela nous permet de voir si le système est résilient ou vulnérable. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des systèmes en place qui fonctionnent? Et on souligne les zones résilientes et vulnérables. Bien, un grand exemple. Nous avons construit cela, un réservoir. Et dans la sécheresse, cela a séché en 2010, mais nous avons pu construire un bunker, disons un bunker avec de l'air conditionné à cause de la chaleur, des changements. Donc tout est à l'intérieur. Il y a un système sur le toit et tout peut être géré à distance. Les opérateurs y vont en temps normal, 2-3 fois par semaine, mais on pourrait parfaitement conduire la station à distance. Et lorsqu'il y a des incendies dans cette zone, on peut mettre le système en marche et faire fonctionner les choses à distance. Alors d'accord, la suivante, et ça c'est un bon exemple. Donc lorsque l'eau de surface, comme on l'a vu en Argentine, devient noire après un feu, un incendie, nous avons dans notre plan de résilience identifié des actions si on ne pouvait pas utiliser l'eau courante, l'eau de surface, et on a créé un système de soutien, un backup avec les eaux souterraines. Cela fonctionne aussi pour la sécheresse. C'est également sujet. Bon, donc on a, comme je vous dis, ce backup avec des eaux profondes. Ce que je voulais dire vraiment concerne les réponses. Tout ce que je vous ai montré, c'est autour de la sécurité, des opérations, des équipes d'opération qui tentent d'appliquer des méthodologies. Tous nos véhicules sont équipés. Dans une certaine ville, nous avons eu des pertes. Nous avons dû réparer le système de récupération, les maisons brûlées là-bas. Et pour récupérer de l'eau buvable, on l'a fait potable en 12 heures. Il n'y avait pas de télécommunication pendant 30 jours. Nous avions un backup d'énergie et vraiment pouvoir répondre tellement rapidement, c'était très, très important. Et ça, c'est un petit peu pour résumer. L'autre leçon que nous avons appris,
c'est que si vous perdez le digital, vous perdez votre accès à distance à travers la télécommunication. Si elles ont brûlé, comment obtenir des signaux? Donc, nous avons notre propre réseau digital. Nous avons donc ce réseau qui nous permet de télécommuniquer. Donc, les pompes, on peut les lancer et transmettre le signal à la station de traitement et on peut parler au personnel à distance. Le standard, c'est d'avoir un générateur et vous pouvez aussi le démarrer à distance à cause de la température. On ne pouvait pas avoir du diesel des stations essence, mais dans d'autres, on n'avait pas de génération. Donc, on a une flotte mobile maintenant, des générateurs mobiles. Et il est important, cela permet qu'ils soient en service toujours. Le troisième, nous installons des batteries solaires pour le backup, pour nos stations de traitement des eaux, parce qu'on a de la capacité de 24 heures minimum. Donc, au lieu d'avoir un backup avec des générateurs à diesel, on a du solaire et même avec la fumée, le système fonctionne. Et dès que le soleil est sorti, les batteries ont été rechargées suffisamment pour lancer la station. Donc, dans toute notre petite ville, nous installons des panneaux voltaïques et des batteries. Et ça suffit d'avoir la station en fonctionnement pendant 12 heures. Donc, on va équiper 3 nouvelles stations avec ces panneaux solaires et ces batteries pour le backup. Et voilà, c'était ma présentation. Merci, John, Dan. C'était vraiment une intervention pleine d'inspiration. J'aimerais vous poser une question en plaçant votre intervention dans le contexte des autres interventions. Il y a une storyline qui m'apparaît dans toutes les interventions. D'abord, c'est l'idée d'écouter. C'est une histoire que j'ai entendue d'Enzo en Argentine. C'est l'histoire d'un opérateur. Et dans le cours de 3 événements, ils ont une réponse très rapide qui a été construite et des plans pour intégrer avec d'autres types de groupes. La deuxième histoire, le mot-clé est venu de Larna, c'est soit intégré, et j'ai vu 2 types d'intégration dans son intervention. Pour emprunter le langage du secteur privé, il s'agit de voir ce que font d'autres pairs, de partager la connaissance avec d'autres opérateurs de l'eau et de comprendre quelles leçons émergent, quelles opportunités vous pouvez être capable de rapporter à votre institution, mais aussi une intégration verticale, travailler avec des groupes provinciaux ou nationaux qui peuvent apporter différentes ressources et actifs et travailler avec des agences constituées. Donc, intégration verticale et horizontale. Andrés m'a vraiment frappé par l'idée qu'il faut vraiment transmettre ces messages, qu'il faut vraiment communiquer les challenges qui ont lieu. Il faut parler aux gens pour qu'ils comprennent
qu'il faut vraiment faire quelque chose et si on va leur demander de payer pour quelque chose aussi. Et une leçon que j'ai vraiment apprise dans ce que vous venez de dire de l'Australie, pour ajouter un élément, ces incendies sont dramatiques, sont sans précédent. Ils sont différents des incendies qu'on a eus en Amérique du Nord ou au Portugal dans les années récentes. Ce sont vraiment des incendies massifs qui ont transformé le paysage. Et j'ai vraiment vu dans votre intervention l'idée qu'il faut vraiment bouger. Il faut apprendre à vivre avec le changement. Ce n'est pas aller vers un nouveau plateau, non, il faut continuer à courir. Et est-ce que c'est un modèle institutionnel difficile à changer, pardon, c'est un challenge important. Très bonne question, John, parce que pour nous, tout au coup, en présentant ces choses, en présentant notre planification de résilience en Australie, ce n'est pas parce que nous sommes incroyables, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, on a dû faire. Et ce que nous voyons ici, c'est qu'il est intéressant. Beaucoup d'eau vient de notre zone et cette région, si le changement climatique continue, ce sera un endroit où les gens vont venir parce qu'il y a de l'eau disponible. Mais c'est également des choses qui vont éloigner les gens parce que nous souffrons des phénomènes extrêmes. Il neige aujourd'hui avec des températures très froides, mais il y a un mois, on avait des températures très élevées et les saisons changent. Et ce qu'on a vu dans toutes les présentations. Vous apprenez de ce que vous voyez, mais comment appliquer ou pensons à des choses qui sont même inimaginables. C'est la partie difficile. Parce que c'est des choses qu'on ne peut même pas mettre dans la planification. Il y a 2-3 ans, on n'aurait jamais pensé à ce qui se passe maintenant. Donc, comment changer et prendre effectivement les scénarios les pires? Oui, c'est quelque chose que nous devons faire et que nous pouvons faire, dit John, même si ça a l'air difficile. Je suis reconnaissant. Je vais redonner la parole à Hannah de la GIZ pour terminer. J'aimerais dire que l'organisation pour laquelle je travaille a un podcast sur les mises en œuvre pratiques. Ça s'appelle The Climate Ready. C'est un podcast donc. Et juste après les incendies sévères en Australie, il y a 1 an et demi, nous avons invité 2 membres de notre équipe. Et avec ça, je repasse la parole à Hannah. Merci à tous nos intervenants. Cela a été tellement intéressant. Ces vidéos, ces études de cas du monde entier, nous avons beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que nous avons touché beaucoup de personnes. Donc, je vais être très, très rapide parce que nous avons dépassé notre temps de 10 minutes. Donc, merci à tous d'être encore avec nous. C'est le volume 2 de notre hashtag Utility Climate Action de série webinaire. Et on va voir si on fait un volume 3 sur la mitigation et d'autres webinaires. Parler, partager, inspirer sur le développement circulaire, l'assainissement et les eaux usées. Utilisez le hashtag pour partager vos histoires et les leçons apprises sur ces questions.
Et je passe à la diapo suivante. Apprendre, eh bien, c'est ce que Jiwapa fait, ainsi que l'Alliance pour une plateforme de collaboration. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous dans cette alliance de collaboration, dans cette plateforme. Vous pouvez créer votre profil, suivre les gens, télécharger des documents comme la ressource de gestion des incendies de Bruce. Bon, c'est une plateforme très active pour continuer la discussion et rester en contact avec les autres qui font face à des challenges similaires. Et je crois que voilà, c'est notre dernier diapo, la plus importante. Merci, merci, merci à tous, à nos panélistes de rester si longtemps avec nous et pour partager leur vision, expérience. Merci John pour sa modération excellente. À nos panélistes pour leur temps de réponse et également à Laurent et Bélène pour l'interprétation pendant 1h30. Alors, merci à tous et à la prochaine.